Tu as peur de te dénuder? Pourquoi? J'ai peur parce que je suis timide. Qui je suis? Dis-la, Muscle ton jeu. sale petit enfant de putain. Une grosse manne de copains, une grosse paire de couilles, et après on fait ce qu'on Nous veut. ne sommes que des hommes, pas des dieux. De simples hommes. Tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil. Bonjour, bienvenue dans Oh les gars, le podcast où on parle de masculinité. Aujourd'hui, je reçois Elio. Bonjour Elio. Salut, Comment tu vas? ça va et toi? Ouais, ça va super. J'ai vu que l'intro t'a fait rire. Oui, c'était pas mal, j'aime bien. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent certainement pas en fait? Je m'appelle Elio, j'ai 30 ans. Je sais pas quoi d'autre. Qu'est-ce que je peux dire? J'habite à Lyon depuis 1 an et demi environ. Ouais. Sinon, je viens de Genève. Ok. Voilà, c'est ça pour le principal. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que t'es trans? Oui, je suis un mec trans, oui. Pas de Ok. souci là-dessus. Oui, oui. Chouette. Je suis là pour représenter les personnes trans. Voilà. Non, T'es représenté de toi déjà, mais ok. non, mais je rigole. C'était une blague. Non mais il y en aura peut-être plus, on verra au fur et à mesure. Ça serait Mhm. chouette. Très pas mal. Comment tu dis toi dans ta tête? T'es un homme, t'es un jeune homme, t'es un mec, t'es un gars, t'es quoi? T'es un bonhomme? Qu'est-ce que je dis? Généralement, je dis plutôt que je suis une personne trans, tout simplement, sans mentionner forcément que je suis un mec trans. Parce que des fois, je me représente pas, enfin, je m'identifie pas forcément dans les codes masculins totalement. Ouais. Donc voilà, je dis juste que je suis une personne trans, c'est tout. Ok. Du coup, ça veut dire que tu te représentes pas forcément tout le temps comme un mec, juste comme une personne qui est trans. Voilà, c'est ça. Et à un moment, tu t'es dit, je ne suis pas une femme, en tout cas, je suis pas Ah qu'une oui. femme. Ah oui, bah non, ça c'est sûr. Non, je suis clairement pas une femme, même si j'ai vécu pendant de longues années en tant que, entre guillemets, femme, on va dire ça comme ça. Mais j'ai toujours été, ouais, plutôt un mec, en tout cas, moi-même. Voilà, je sais pas quoi dire exactement, du coup, ouais, je suis un mec trans. Voilà, on peut dire ça comme ça pour simplifier les choses en général. Écoute, on a bien 1 heure devant nous, donc Ça va. le temps de pas simplifier, de comprendre comment Mhm. c'est pour toi. T'as fait ta transition il y a longtemps? Il y a depuis 2018, donc ça fait 4 ans. Ok. Temps de compter tout ça. Ça a été de tout temps évident pour toi? Alors non, pas du tout. Après, quand j'étais plus jeune, je réfléchissais pas à tout ce qui était les questions de genre, parce que on n'en parlait pas déjà pour commencer, donc on n'avait pas forcément de représentation là-dessus. Mhm. Donc c'était pour moi, juste j'étais moi-même et je réfléchissais pas forcément au genre en général. Ouais. Mais j'ai toujours remarqué que j'étais pas forcément dans les codes, entre guillemets, Sur quoi, les par codes de exemple? la société, par exemple. J'aimais beaucoup jouer au foot, j'aimais bien traîner avec les mecs, tout ça. Et on me faisait souvent comprendre que c'était pas forcément quelque chose de, entre guillemets, normal, parce que la normalité n'existe pas. Mais on me faisait souvent comprendre, ouais, en gros, que pourquoi je jouais pas forcément avec les filles, pourquoi... On te le faisait comprendre comment? C'était qui? C'était les enfants? Les Ouais, adultes? les enfants, après, les enfants sont assez méchants en général, et en tout cas, passer un certain âge, parce qu'avant un certain âge, ils s'en foutent complètement du genre, en fait. Mhm. Mais ouais, c'était plutôt tout ce qui était au collège, les choses comme ça, où les gens me faisaient comprendre que pourquoi tu t'habilles tout le temps comme un mec, pourquoi t'aimes les choses de gars, enfin ce genre de choses, et on me regardait pas forcément bien, on me mettait à part, ce genre de choses. Ok. Voilà. C'est un moment que tu traverses un peu isolé du coup, ou est-ce que t'es quand même bien intégré? Après moi c'était en dehors de tout ça, j'ai jamais eu vraiment beaucoup d'amis, donc c'était pas, je le liais pas forcément à ces sujets-là en fait, vu que déjà on n'en parlait pas, donc Oui. si on n'en parle pas, je peux pas connaître quoi. Ouais, forcément. Exact. C'est marrant, parce que souvent quand moi dans mon imaginaire quand on dit j'ai pas beaucoup d'amis, Mhm. j'imagine une personne qui a plutôt du mal à aller vers l'autre. Oui. Alors que toi là, de ce que j'ai vu ce soir, Mhm. on se connaît pas plus que ça, mais t'as l'air extrêmement à l'aise aujourd'hui à rencontrer du monde. Alors non, je suis pas du tout une personne à l'aise pour rencontrer du monde de base. Ok.
Juste, j'apprends avec le temps à essayer de m'exprimer et justement pouvoir juste raconter mon histoire, Ouais. même si c'est pas forcément toujours simple. Et j'ai souvent une carapace, donc c'est pour ça aussi que les gens pensent que je suis extraverti, Ouais. alors que c'est pas le cas. C'est une image que tu montes. Voilà, Ouais. oui, c'est une manière de me protéger. Ok. Et donc, à un moment, tu commences à conscientiser tout ça. Tu te dis, Mhm. tiens, peut-être que tout ce qu'on m'envoie, ça vient toucher quelque chose chez toi, en tout cas. Voilà, en fait, c'est surtout qu'avec le temps, on a commencé à en parler. Moi, je regardais beaucoup de vidéos sur Internet de personnes trans, de leur transition, etc. Mais je le regardais vraiment d'un point de vue plutôt extérieur, comme quelque chose qui m'intéressait. Mais je pense que c'était simplement que je me rendais pas compte, en fait, que ça me concernait. Ouais. Et au bout d'un moment, je me suis quand même dit, je regarde quand même beaucoup de vidéos, je m'intéresse quand même beaucoup au sujet, etc. Et puis après, j'ai fait des liens avec mon enfance, des liens simplement avec ce que je vivais, ce que les personnes vivaient aussi. Et je voyais qu'en fait, ça matchait totalement mes ressentis. Et en fait, ça s'est passé qu'un jour, juste ma mère, on faisait la queue pour un festival de musique, pour prendre des billets. Et elle m'a dit, elle me parlait tout simplement dans Secret Story, d'un mec qui était justement un mec trans qui était enceint. Et elle m'a demandé justement si je voulais faire la même chose. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours voulu des enfants. Du coup, ma mère a relié ça de ce point de vue-là. Et aussi parce que c'était un mec trans. Et du coup, je lui ai dit oui. Et puis c'est là que finalement, j'ai compris que c'était OK et que je pouvais être moi-même avec elle. Et du coup, ça m'a permis de lancer le processus. C'est marrant parce que quand tu l'as dit au début, moi j'ai vraiment cru que c'était c'était pas un sujet qui avait été abordé entre vous, comme si c'est pour la première fois elle qui posait le mot trans sur toi dans votre relation. Ah non, on n'en a jamais parlé. Ça n'a jamais Ok. été un thème qu'on a abordé ou quoi que ce soit. Après, peut-être ma mère s'en doutait de son côté, mais elle m'en a jamais parlé. Je ne sais pas pourquoi. Après, j'ai toujours eu une famille quand même assez fermée en général. Ouais. Du coup, c'est aussi peut-être pour ça qu'on ne parlait pas de ce genre de sujet et aussi, encore une fois, qu'on n'en parlait pas tout court. Et qu'est-ce qui se fait que là elle t'en parle? Pourquoi à ce moment-là précis? Ouais. Je sais pas, elle l'a senti peut-être comme ça. Je Ok. sais pas exactement pourquoi elle m'en a parlé, juste parce qu'elle a vu une publication sur Facebook, je suppose, de cette personne-là et elle en a profité peut-être pour me tendre une perche, quoi. Et ça a été très naturel pour vous, ce moment de conversation, ou ça a été Oui. un petit moment de gel, genre ah oui, ok. En fait, c'est pas que ça a été un moment de gel ou un truc gênant, c'est juste que je savais pas si c'était OK d'en parler, donc j'ai hésité avant de répondre. C'était surtout ça, en fait, parce que j'ai toujours... ça faisait déjà peut-être 1 an que je savais que mon genre ne correspondait pas à... Mon genre assigné à la naissance ne correspondait pas avec qui j'étais. Ouais. Et c'est quelque chose que j'en parlais pas, juste je regardais mes vidéos dans mon coin. Ouais. Et oui, je sais pas, je pense que ça a juste été le bon moment. Je pense qu'il y a des choses qui s'expliquent pas forcément, du coup. Ouais. Voilà. C'était le timing, ok. Moi, j'ai découvert il y a pas très longtemps, en fait, qu'un mec trans pouvait être enceint. Ah oui. Et c'est je pense, le premier ou le deuxième homme qui a donné naissance en France est passé sur une émission quelconque, j'en sais rien, il a mis longtemps à témoigner. Et j'ai vu l'extrait il y a genre 3 semaines. Ok. Et j'ai trouvé ça super. Ah oui, c'est hyper chouette. Même de voir une photo et de me dire ah ouais, ok. C'est possible. Ouais, ça ressemble à ça, c'est trop rigolo. Et c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose que j'avais conscientisé jusqu'ici, de me dire oui, on peut être homme et être enceint, et ça change symboliquement tout plein de trucs dans moi, les questions de genre que je me posais autour du féminisme, autour de l'égalité homme-femme, le virilisme et tout. Je trouve ça beaucoup trop cool comme information. Et du coup, je voulais la mettre en avant là, parce que toi t'en parles, du coup je suis là, ah oui. Mais pour les gens qui ne savent pas, c'est possible. C'est possible, et aller regarder, taper ça sur internet, il y a forcément un ou deux témoignages, c'est fou. Oui. C'est trop cool. Après, il faut aussi trouver les bons témoignages, les gens qui en parlent correctement dans les médias en général. Donc ça, c'est aussi délicat en général. Et est-ce que tu recommanderais quelqu'un, du coup, qui témoigne de ça bien? Là, tout de suite, j'ai pas de nom qui me viennent à l'esprit comme ça, mais ok. Ouais, je sais qu'il y a
des reportages, des choses comme ça qui en parlent pas forcément correctement ou qui mégenrent beaucoup les personnes, ce genre de choses. Et c'est pas OK. Voilà. En plus, ce qui est vraiment beaucoup trop bien, c'est que le droit français va carrément dans le sens des hommes qui sont enceints. Puisqu'en fait, ton congé paternité-maternité, c'est un congé pour une personne qui est enceinte. C'est pas pour une femme qui est enceinte. Oui, donc non, c'est trop vrai. cool. Et en fait, il y a tout plein de trucs comme ça qui fait que les mêmes droits s'appliquent, en fait. Et que si des gens, des magistrats ou un patron ou quoi, essayent de bloquer, en fait, tous les cas qui sont allés en justice donnent raison au couple. Après, je suis même pas sûr parce que je crois que c'est uniquement si tu n'as pas changé ta mention de genre légalement que ça change rien. D'accord, ok. Si t'as changé, c'est plus compliqué. Ok, il y a des nuances qui m'échappent. Oui, Okay. c'est pas grave, c'est ok. Mais il me semble que c'est ça. Après, je connais pas totalement la loi française, mais il me semble que justement, il y a cette nuance-là du fait que dès que t'as changé ta mention de genre légalement, c'est beaucoup plus compliqué et tu peux pas porter ton enfant en fait. Ok. Voilà. Donc je pense si tu veux on reviendra à ça et toi ton envie d'avoir des enfants mais peut-être dans la chronologie c'est peut-être intéressant d'aller voir quand est-ce que toi tu t'es dit en fait je crois que je suis pas une femme ou je suis pas sûr d'être une femme et est-ce que de là il y a eu du temps avant que tu te dises peut-être que je suis un homme? Alors je pense que ça a été plutôt un processus long et je m'en suis pas forcément rendu compte moi-même en fait que ça se passait dans ma tête comme ça. Je pense que c'est aussi question que j'avais... Enfin pour moi le genre est tellement abstrait et c'est quelque chose qui est pas... Je considère pas que ce soit quelque chose d'important. C'est plutôt pour moi important d'être soi-même. Donc au-delà de s'identifier comme homme ou femme, je pense que le plus important c'est juste de se sentir soi et sans poser des étiquettes en général. Donc je pense que c'était surtout ça, j'étais plutôt à la quête d'être moi-même sans forcément mettre de mots. Et c'est peut-être pour ça que tu réponds je suis une personne trans plutôt que je suis un mec ou un gars. Oui, parce que au tout début de ma transition, je me définissais uniquement comme un mec trans. Et parce que pour moi, comment dire, pour moi c'était plutôt c'était important d'être binaire entre guillemets pour coller au code de la société. Okay. Et avec du temps, j'ai déconstruit tout ça et je me suis rendu compte qu'en fait, on s'en fout des normes de la société, on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de limite tant que toi, tu te sens bien avec toi-même. C'était surtout ça, c'est pour ça que je vais pas forcément m'identifier comme un mec trans parce que justement, ça renvoie à pas mal de codes auxquels je m'identifie pas, tout simplement. Ça pourrait être quoi ces codes? Tout ce qu'on dit en général sur la masculinité toxique, tous ces traits-là, tout ce qui est les hommes, ça pleure pas, les hommes, ça peut pas porter de make-up, ce genre de choses, des choses qu'il faut encore déconstruire dans notre société actuelle. Et oui, c'est ça. C'est des exemples parmi d'autres. Là, tout de suite, il n'y a que ça qui me vient comme ça, mais voilà. Toi, tu portes du maquillage des fois? Oui, moi j'aime bien porter du maquillage et enfin pour moi c'est pas le make-up, c'est pas quelque chose de masculin ou de féminin. En fait, le make-up c'est juste joli et t'en portes si t'as envie d'en porter, peu importe ton genre. Enfin, il y a pas de limite à ça quoi. Oui. Voilà. Est-ce que toi t'en portais avant ta transition aussi ou est-ce que le fait d'avoir fait ta transition a permis que tu t'autorises plus à en mettre? Exactement. Avant, j'en portais jamais parce que pour moi, ça faisait trop féminin. Voilà, c'était trop connoté féminin vu que j'étais pas non plus déconstruit sur les choses. Et oui, avec ma transition, justement, je remarque qu'il y a il y a pas mal de choses qui font que je m'autorise tout simplement plus d'être moi-même sans réfléchir aux conséquences, entre guillemets. Donc oui, avant, je portais pas de make-up et maintenant, j'en porte. C'est assez entre guillemets contradictoire. Mais je pense que c'est juste un chemin de déconstruction que n'importe qui peut faire en fin de compte. Oui. Ouais, moi je trouve pas ça très contradictoire dans le sens où si tu te sens pas forcément bien dans être étiqueté quelque chose, tu veux pas emporter les traits et les codes. Oui, c'est sûr. Et une fois que tu as ce qui te permet d'être une autre étiquette, tu peux quand même aller chercher ce qu'il y avait de chouette dans cette... C'est ça. Tu peux t'autoriser plus de choses, disons.
Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu te sens bien en toi? Bah oui, maintenant je me sens bien en moi. Oui, je me sens bien en moi. Enfin, je me fixe pas de limite sur qui je veux être, comment je veux m'habiller, si je veux me maquiller ou pas. Euh, D'un point de vue de juste moi-même, ça va. Après, c'est toujours compliqué par rapport à la société. Les regards, c'est toujours ça le principal souci. Voilà. Tu le sens à quel moment, par exemple, ce regard de la société? Par exemple, quand je porte du make-up et que je me balade dans la rue, ce genre de choses, les gens vont être assez interloqués et vont pas forcément comprendre pourquoi une personne qui a de la barbe porte du make-up ou tout simplement. Ou pourquoi, ça c'est des choses, souvent on me regarde parce que je porte souvent des paillettes, j'ai des chaussures à paillettes, j'ai des vestes à paillettes, ce genre de choses. Et moi j'adore les paillettes. Voilà, et les gens comprennent pas forcément pourquoi je porterais des paillettes en fait. Ils ont du mal dans leur cerveau à faire un lien alors qu'en fin de compte il n'y a pas de lien à faire. Hein. Oui. Ils se posent des questions qu'il n'y a pas à se poser. Ils disent, tiens, ça c'est inhabituel. J'ai Voilà, jamais vu ces deux combinaisons ensemble. Quoi Une barbe et du make-up. Ouais, voilà, quelle combinaison étrange. Ok. Voilà. Non, mais ouais, c'est ça qui est compliqué. Et aussi les moqueries. Quand tu sais que tu passes à côté d'un groupe de jeunes et qui vont automatiquement rigoler alors que. Il n'y a pas lieu de rigoler, en fait. Je suis juste moi-même et c'est plutôt chouette, en fait. Je sais pas. Soyez contents pour les autres. Ouais, j'imagine que ça peut être blessant, ça. Oui, c'est assez blessant, surtout que moi je suis pas une personne qui a confiance en elle, donc c'est d'autant plus compliqué quand les gens te regardent, alors que t'as pas forcément envie qu'on te regarde en fait en général. Mais ouais, voilà, c'est comme ça, malheureusement. Qu'est-ce qui toi dans ta vie te donne confiance en toi? Qu'est-ce qui me donne confiance en moi? Juste le fait d'arriver quand même à être moi malgré les freins de la société et juste d'arriver à être épanoui en étant moi-même et de pas me mettre de barrières par rapport à ça. Quand t'oses aller dans la rue avec du make-up par exemple, c'est un truc qui te donne confiance. Voilà, disons avec le temps je m'en fous de plus en plus du regard des autres, même si c'est pas simple. Est-ce qu'il y a eu aussi un rapprochement communautaire pour toi, avec ces questionnements ou alors avec ta transition, ou est-ce que non, pas tellement, en fait, tu fréquentes les mêmes personnes Alors, automatiquement, je traîne beaucoup plus avec des personnes queer, allez, à 99% du temps, parce que je me sens juste plus, entre guillemets, on va dire plus safe avec ces personnes-là qui ont peut-être vécu les mêmes choses que moi, et oui, c'est surtout ça, et je pense aussi parce que c'est toujours plus compliqué enfin, pas forcément, mais quand des personnes ont vécu la même chose que toi, c'est plus facile de communiquer, et on sait ce que les autres ont vécu, et on se bat pour les mêmes choses, et je sais pas, pour moi, en tout cas, c'est plus simple et c'est plus rassurant, en général. C'est vraiment une de mes plus grandes frustrations dans la vie, moi, je me rends compte que je suis incapable de comprendre un truc sans que je l'ai vécu. Ouais. Mais depuis tout petit, tu vois. Et en fait, ça m'a apporté des anecdotes super marrantes, mais vraiment, tu te dis, genre, cet enfant est bête, quoi. Et genre, mon père faisait de la moto. À la maison, il y avait la règle, quand la moto vient de s'éteindre, tu ne poses pas ta main sur le pot d'échappement. Parce que c'est chaud, tu vas te brûler, tu vois. Oui. Et puis, c'est une règle qui me semblait assez... ça avait l'air de faire sens, tu vois. Et puis, un jour... J'ai eu besoin de vérifier. Bien sûr. J'ai posé ma main dessus, mais juste pour être sûr, tu vois. Ouais, certain, quoi. Ouais, mais et j'en ai plein des anecdotes comme ça. J'ai déjà joué avec une guêpe morte. Puis ma mère me dit, arrête de jouer avec, même si elle est morte, elle peut te piquer. Ma mère part. Il y a toujours la guêpe et moi. Je dis, mais non, elle peut pas me piquer. Comment ça? Et donc, j'ai mis mon doigt sur son dard, j'ai un peu joué. Et en fait, si, je me suis fait piquer. Bien sûr. Bien sûr. Et en fait, c'est fou, parce que je me rends compte que là, ça s'applique à des exemples d'enfants, mais en fait, c'est partout pour avoir un déclic sur un truc de déconstruction, une injustice vécue. Je peux comprendre avec des témoignages en regardant, en écoutant les gens. Tant que je ne l'ai pas vécu, je ne comprends pas. Tu vois. En soi, c'est normal. Hein. C'est hyper frustrant, je trouve. Je comprends la frustration, mais c'est logique.
Si tu vis pas une chose, tu peux pas savoir ce que les autres vivent. Ouais, moi, j'ai cette ambition pour mon empathie. Oui. D'être suffisamment grande pour que je comprenne juste. Et en fait, non, la vie, en tout cas, ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas aujourd'hui. pour toi, ouais. C'est fou. Ouais, donc du coup, t'es frustré au quotidien, quoi. Bah, je pense qu'au quotidien, je m'en rends pas compte. Ok. Et que de temps en temps, je lis un truc et je me dis, ah ok, en fait, là, j'ai pas compris. Et là, il y a une petite frustration, tu vois. Ok. Mais t'arrives à la gérer mieux, enfin, avec le temps, peut-être. Ouais, bah, je touche beaucoup moins de pots d'échappement. Par exemple. c'est déjà pas mal. Ouais, mais il y a des décalages comme ça et c'est fou. Et je pense qu'il y a aussi la première partie, c'est déjà d'écouter. Tu vois, moi, dans mon histoire, dans ma déconstruction, le point de départ, c'est pour la première fois de ma vie, j'ai une petite amie sur un peu du long terme. Waouh. Et à ce moment-là, j'ai 20 ou 21. Ok. Moi, je viens d'une famille que de mecs. Et en fait, à ce moment-là, pour moi, le harcèlement de rue, ça existe. Oui, tu vois. Mais allez, quoi, c'est une fois par mois. Enfin, ça va, c'est pas... Et en fait, en étant avec ma copine, je découvre que, putain, c'est toutes les semaines, tous les jours, c'est un poids de ouf. Oui. Il n'y a pas tellement de... Il n'y a pas tellement de soutien, dans le sens où les mecs, ils comprennent pas. Non. Ils vont te dire, oh, ça va, tu vois. Et, ou pire, genre, c'est parce que t'es habillé comme ça, tu vois. Ah non, mais n'importe l'enfer. quoi, l'enfer. Donc quand t'es une femme et que tu t'es fait harceler ou embêter dans la rue, t'en parles pas à tes potes mecs, ou très peu. Et tes potes meufs, en fait, elles le vivent aussi. Bah oui. Tous les jours. Donc elles disent, bah ouais, quoi, c'est la vie, quoi. Non, c'est pas la vie, en fait. Et en fait, moi, ma copine de l'époque, elle savait pas trop où le déposer, tu vois. Je me suis dit, ok, putain, merde. Donc le harcèlement de rue, c'est pas une fois par mois, c'est tous les jours, plusieurs fois par jour. Et c'est fou. Et donc là, je me suis dit, ok, si j'ai pas compris ça, qu'est-ce que j'ai pas compris d'autre? Non, mais Ça, c'est bien de pouvoir s'en rendre compte et d'être assez intelligent pour se déconstruire là-dessus. Parce que c'est pas tout le monde qui le fait. Bah, moi, je trouve exigeant parce que t'es obligé de te remettre toi en cause sur des comportements, sur des trucs. Et ça, c'est dur parce que ça t'oblige parfois à te dire putain, j'ai pas été correct. Ou en fait, j'allais me prouver un truc parce que je pensais qu'être un mec, il fallait faire ça. Et en fait, je m'étais pas du tout rendu compte. Mais quand j'ai fait ça, ce que j'ai essayé de me prouver ou de prouver à mes copains, c'est que j'étais un mec. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai embêté quelqu'un. J'ai un peu cassé sa confiance en elle ou j'ai sorti de sa bonne journée. Mais moi aussi, je me suis pas respecté. J'ai pas respecté ma boussole interne parce que quand tu fais un truc pas bien, tu le sais, tu vois. Bah, bien sûr. J'ai tué mon authenticité, j'ai tué ça. Et en fait, quand je fais ça, je me blesse moi aussi. Je blesse l'autre et je me blesse. Oui, ça mène à rien finalement. Et ça mène à ce que tu sois validé par les autres éventuellement ou par toi dans ta confiance de ce que tu penses devoir être. Mais ça mène à rien de positif, je trouve. Ça c'est sûr. Toi, du coup, t'as été un peu des deux côtés. T'as vu ce que c'est d'être une femme et d'avoir toutes les injonctions et tous les privilèges aussi de ce que c'est être une femme. Et puis peut-être que aujourd'hui, tu commences à te rendre compte de la même chose en tant qu'homme. Est-ce que tu vois des différences? Est-ce qu'il y a des... Alors, comment expliquer ça? Moi, je me sens hyper chanceux en fait d'avoir pu expérimenter justement le fait d'être une femme et d'avoir été élevée de cette manière-là. Parce que ça fait que justement, au jour d'aujourd'hui, même en ayant fait une transition, tout ça, bah, je garde ces codes. Et ça fait que j'ai pas toutes les notions négatives de la masculinité, ou du moins beaucoup moins. Justement, je trouve ça hyper intéressant de comparer une personne cis et une personne trans sur les expériences, parce que justement, on n'a pas vécu les mêmes choses. Et moi aussi, ça me fait me rendre compte, étant donné que maintenant je suis perçu comme un homme en général dans la rue ou ce genre de choses, ce qui est aussi difficile en fait pour moi, c'est de me rendre compte que je peux faire peur aux femmes et d'être qu'on puisse me prendre pour un prédateur en fait en général parce que je suis un homme. Ça pour moi c'est quelque chose de compliqué étant donné que j'ai vécu ce qu'elles ont vécu
Du coup, je vois tout à fait. Et c'est compliqué de justement ça, parce que tu te dis, je comprends ce que tu vis, mais en fait, je suis pas un mec cis, j'ai aussi vécu ce genre de choses, donc je peux comprendre en fait ce que tu vis. Mais vu que c'est pas des choses que, j'en parle pas, je vais pas aller dans la rue vers la femme et lui dire, hey, moi je suis un mec trans, du coup je comprends ce que t'as vécu, quoi. Mais ouais, ça c'est une des choses assez frustrantes pour moi en tout cas. Je sais pas, j'ai dû partir dans tous les sens, mais voilà. En termes de réponse? Non, oui, en termes de réponse. Non, c'est super clair. Ouais, je pense que, en tout cas moi en tant que mec qui a voulu se renseigner sur ces sujets, je trouve que ça fait partie des trucs extrêmement blessants. C'est que dans la rue, parfois, il y a des gens qui me regardent comme quelqu'un qui va agresser. Et je suis là, mais en fait, moi tranquille, tu vois, dans ma journée, je marche d'un point A à un point B pour aller retrouver mes potes, je sors des courses, et en fait, je marche derrière toi parce que c'est un trottoir et il se trouve qu'on va dans la même direction. Et là, ça fait 3 coups d'œil que tu me lances en 30 mètres. Parce que moi, je suis renseigné sur ce sujet, donc j'en ai déjà parlé à des potes. J'ai vu que tu as pris tes clés dans ta main. Et en fait, c'est extrêmement blessant de se dire, ok, cette personne, elle m'a posé l'étiquette danger. En plus, moi, je suis grand, tu vois, je fais 1m87, un truc comme ça. Donc, pour la femme moyenne qui doit faire 1m68, je pense, en France, je suis quand même... Oui, t'es grand. Je suis quand même imposant, tu vois. Et donc, il y a tout ce truc aussi sur le corps que j'ai, qui, je pense, participe aussi à se dire, putain, merde. Et ça, c'est un peu une blessure. C'est un peu comme les gens qui se disent... Putain, mais on me regarde déjà comme ça, c'est naze. Ça fait que j'ai le truc négatif de ça alors que je suis pas, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je sais pas, moi je vais toujours comprendre les femmes par rapport à ça. Et du coup, même au jour d'aujourd'hui, moi je me balade dans la rue, je peux avoir peur des hommes, quoi. Ça aussi, c'est un truc assez compliqué à expliquer, justement. Mais je pense, moi, je me suis déjà fait agresser dans la rue. Je pense que, dans une certaine mesure, je comprends parce que ça m'arrive de changer de trottoir parce qu'il y a un mec que je trouve chelou, parce que... Et après, ça, c'est tout le monde, hein. Faut pas se mentir. Mais du coup, peut-être que mon propos est un peu mal interprété, peut-être que je l'ai mal posé, mais c'était pas de dire putain, elles abusent et je les comprends pas. Non. C'était vraiment de dire il y a de la souffrance des deux côtés. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Dans le fait qu'un homme puisse être un prédateur. Et ça, c'est hyper dommage. Et je pense que souvent, les hommes, ils conscientisent pas, ou alors les femmes se rendent pas compte que, en tant qu'homme, ça peut aussi être blessant. Parce que moi, ça peut me sortir de ma journée, tu vois. Je suis content et tout, beau temps, hop, je remarque que je fais peur à quelqu'un. Et du coup, la question, c'est, est-ce que je change de trottoir, ou je change mon itinéraire, carrément, ça m'arrive, tu vois, ou est-ce que je me force à dépasser cette personne pour que je sois devant et qu'elle ait plus l'impression... Tu vois, j'accélère gravement pas. Est-ce que je modifie qui je suis pour répondre à un besoin de quelqu'un d'autre que je connais pas et qui... Tu vois, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, franchement. Comment tu fais, toi ? Disons, c'est déjà bien que tu... Enfin, sans mentir, les 3/4 des mecs, ils vont pas réfléchir à tout ça, tu vois. Et moi, je trouve que c'est déjà énorme, en fait, que tu réfléchisses à tout ça et que que ça te pose un certain problème, parce que moi, les mecs que je connais, ils réfléchissent même pas à ça. Enfin, en fait, ils sont juste là, non, c'est moi qui vais rester sur le trottoir, c'est moi qui ai le monopole du trottoir, et en fait, c'est la meuf qui va dégager, quoi, c'est tout. En fait, c'est marrant parce que moi, je pense que les mecs, ils se disent, qui sont pas renseignés, tu vois, ils se disent pas que quelqu'un doit dégager. Ouais. En fait, ils se disent, moi, je vis ma vie tranquillement. J'ai sûrement même pas réalisé que cette personne vivait quelque chose de mal. Elle vit quelque chose de mal de son côté. En fait, c'est sa responsabilité. Et pourquoi du coup, je pense qu'un, ils se rendent pas compte que va y avoir quelqu'un qui va sortir du trottoir. Et deux, que peut-être ils ont un rôle à jouer pour mettre cette personne bien, tu vois. Ouais, ils réfléchissent même pas. Ouais, non. Et moi, je me demande vraiment comment créer du lien dans la rue avec les gens pour que ce soit hyper respectueux, pour que tout le monde se sente bien, tout le monde machin, et que personne se sente en danger et que personne se sente avec une image qui n'est pas une étiquette. Ah, ça y est, t'es agresseur. Toi, comment tu le gères quand tu vois que tu fais peur à une meuf dans la rue ?
Comment tu gères ça, toi? Comment je le gère? Moi, comment je le gère? Je suis mal à l'aise. Oui. Pour commencer. Automatiquement, je me mets dans sa peau et je repense à des expériences que j'ai aussi vécues. Et donc, je comprends. Mais en même temps, du coup, moi, je pense que moi, je change de trottoir, en fait. J'arrive pas exactement à visualiser là tout de suite, mais moi, je change automatiquement de trottoir parce que je sais ce qu'elles vivent et Tu mets le plus pour moi, c'est possible à plus l'aise. important qu'elles se sentent en sécurité plutôt que moi, je pense à moi, comment je me sens, en fait. Parce que, étant donné que je l'ai aussi vécu, c'est aussi différent, je pense. Ok. L'avoir vécu fait que, en tant que femme, justement, l'avoir vécu fait que, on réfléchit peut-être différemment. Je dirais ça. Je sais pas exactement là tout de suite, mais ouais, c'est ce que je pense. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu trouves super chouettes depuis que t'es un mec, ou alors d'autres trucs qui te blessent ou qui t'interrogent? Alors, des trucs chouettes. Qu'est-ce que tu trouves chouette peut-être dans l'idée d'être un mec? Qu'est-ce qu'il y a de positif pour toi dans la masculinité que tu es content de pouvoir t'approprier aujourd'hui? Honnêtement, pas grand-chose, parce que vu que je vois pas ça comme... pour moi, vu que tout est un sorte de spectre, finalement, je vais pas attribuer des caractéristiques spécifiques au genre. Du coup, il n'y a pas de choses spécifiques que je peux te ressortir, même si je vois ce que tu veux dire par rapport à tout ce qui est les codes et la société, tout ça. Ouais, c'était ça, c'était un peu en termes de comportement. Tu sais, moi, par exemple, je suis un mec, en boîte, je vais pas forcément pouvoir... je vais sentir le moment de tension du videur qui va regarder si je suis avec quelqu'un. Je suis dans le bus, si je suis assis, je vais regarder le regard des gens sur moi si je me lève pas, de moins en moins, mais quand il y a une femme, tu vois. Et puis, il y a tout plein de petits privilèges et petits trucs hyper chouettes, petits trucs un peu moins chouettes, et je sais maintenant que c'est parce que je suis un homme. Je sais que mes cousines, quand elles sont avec moi, ma meuf, elles n'ont pas à faire ça, tu vois. Genre, quelqu'un galère avec une valise dans la rue à côté de nous, dans le métro, tu vois. Super exemple. Des fois, les gens cherchent autour d'eux et je vois qu'on me regarde moi parce que je suis un homme et que j'ai un grand corps, tu vois. Non, toi, tu n'as pas senti trop de différence là-dessus depuis que les gens te voient comme un homme, que tu as de la barbe et tout? Non, j'ai pas senti beaucoup de différence, honnêtement. Je pense... Là, tout de suite, il n'y a rien qui me vient. Franchement, ok, ça marche, mais même pas forcément obligé d'y en avoir. À part les regards dans la rue, se sentir comme un prédateur, ouais, non, Enfin... dans la rue, je vais peut-être me sentir un petit peu moins en danger, entre guillemets, mais bon, je me sens quand même en danger étant une personne trans, donc finalement, ça n'a rien à voir. Enfin, il n'y a pas forcément de choses positives à ça. Non. Non, je sais pas. Je vois pas exactement là tout de suite. Ok, mais c'est quand même intéressant, même si tu es en danger parce que tu es une personne trans, tu te sens parfois un peu moins en danger depuis que tu es trans. Oui, mais c'est parce que aussi j'ai plus confiance en moi, parce que je suis plus moi-même, donc c'est pas forcément en lien avec... voilà. Ok. C'est pas forcément en lien avec le fait que, je suis un mec ou quoi. Ça roule. Toi, c'est quoi ton rapport un peu avec tes émotions? C'est un truc, c'est facile d'en parler Ah oui, moi j'ai aucun souci à parler de mes émotions. Je l'ai toujours fait, ça pas... Et pour moi, parler de ses émotions, c'est pas parce que t'es un mec ou que t'es une femme que tu parles pas de tes émotions. Donc encore une fois, pour moi, parler de ses émotions, c'est hyper important, même si dans la société, on dit que les hommes ne doivent pas se montrer vulnérables, ne pas pleurer, tout ça. Pour moi, c'est que des conneries. Et en fait, ça me fait plutôt rire. Enfin, je vois pas pourquoi telle ou telle personne ne devrait pas pleurer juste parce que c'est un homme ou parce que c'est une femme. Enfin, je comprends vraiment pas le lien qu'on peut faire là-dessus, quoi. Ouais.
Donc mon rapport aux émotions, il est comme n'importe qui a son rapport aux émotions, sans prendre en compte tous les codes de la société, quoi. Ok, t'as réussi à rester connecté avec toi-même. Ah oui, ça, j'ai aucun souci avec ça. Et pour moi, les émotions, c'est quitter fondamentalement. Donc c'est au-delà de quitter selon ton genre, quoi. Donc il n'y a pas de lien pour moi entre les deux, quoi. Ça, c'est beau, c'est hyper précieux que t'aies réussi à conserver ça. Je sais pas, pour moi, c'est juste normal. Enfin, moi, je vois pas ça comme quelque chose d'extraordinaire ou ce genre de choses. Pour moi, c'est juste parce que pour moi, c'est quelque chose d'important et ça, c'est propre à chacun. Ouais, ok. Trop cool. Comment ça se passe pour toi un peu ta vie romantique, sexuelle et tout? Est-ce que t'as envie d'en parler? Ma vie amoureuse. Ouais. Après, moi, du coup, je suis une personne polyia, donc j'ai plusieurs relations. Ok. Mais ma transition n'a rien changé à ça, en fait. T'étais déjà poly avant? Non, enfin, j'avais pas posé de mots là-dessus, parce qu'encore une fois, on n'en parlait pas, du coup, comme la majorité des sujets qui sont un peu en dehors des codes, on n'en parle pas. Du coup, voilà. Le truc intéressant, c'est que peut-être avant ma transition, on peut dire mon orientation sexuelle a changé. Avant, je m'identifiais comme lesbienne, donc pour moi, j'étais uniquement attiré par les femmes en général. Ouais. Et finalement, depuis ma transition, je m'en fous en fait du genre de la personne et je vais moins réfléchir à ça. Et je remarque que c'est le cas pour pas mal de personnes trans en fait, que leur orientation sexuelle change, ou en tout cas qu'ils s'enlèvent certaines barrières. Et quand elle change, elle a tendance à s'ouvrir? Oui, voilà. Ok. Ah, c'est hyper intéressant comme sujet. Ouais. On n'en parle pas forcément très souvent, mais je remarque que c'est quelque chose qui est très répandu. En tout cas, c'est souvent le cas. Les gens, au début, vont être attirés par un genre et finalement, ils vont se rendre compte que ça leur est égal et que ils ouvrent le champ des possibles aussi, parce que je pense le fait de pouvoir être soi-même, ça fait qu'on arrive peut-être mieux à s'ouvrir aux autres et à ce qu'on souhaite vraiment. Voilà. Ok. Et ouais, t'as répondu à ma question suivante, c'est d'après toi, pourquoi en fait? C'est parce que t'es plus proche de ton authenticité. Voilà, c'est ça. Ok. Tout simplement. Ok. Je suis... C'est vraiment rigolo, c'est un sujet d'interrogation pour moi, tout ça, le polyamour. Notamment parce que quand on est enfant, dans la cour de l'école, on a tous plusieurs amoureuses. Et salut, est-ce que tu veux être mon amoureux? Ok, mais seulement pour aujourd'hui. Ok, oui, cool, tu vois. J'en ai 3-4. Mais c'est vrai, hein, les enfants, ils réfléchissent pas à ça. Pour eux, c'est juste normal, en fait. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est un statut. Quand t'es enfant, c'est pas un truc vécu habité, je pense. C'est mon amoureuse parce qu'on a été d'accord pour dire qu'on est amoureuse, mais en fait on joue pas plus ensemble et on fait pas plus de trucs, on est juste potes. C'est acté. C'est acté, voilà. Ok, cool, je peux avoir une amoureuse, elle a été d'accord. Voilà. Et puis on le donne aussi comme ça, tu sais, genre, bon, ça va être important pour toi, d'accord, mais pas pour longtemps. Un petit temps. Voilà. Et en grandissant, on va plutôt vers des relations monogames, des relations un peu plus engagées dans le sens il va falloir qu'on soit loyal l'un pour l'autre, fidèle, c'est ça le terme utilisé souvent. Et puis là récemment j'ai l'impression que en tout cas moi dans mon entourage c'est un sujet qui est un peu plus abordé, ce questionnement de qu'est-ce que j'attends vraiment de mon couple, qu'est-ce que j'attends vraiment des personnes avec qui je suis. Toi comment tu gères, parce que j'imagine que des fois il y a des petites tensions. Tu te dis, ah putain, je me rends compte que je suis jaloux des autres partenaires de la personne avec qui je suis. Alors, moi j'ai vécu pendant longtemps uniquement dans des relations mono-A, justement, où j'étais juste avec une personne et justement j'ai expérimenté beaucoup plus de jalousie et beaucoup plus de tension en fait dans une relation qui était uniquement avec une seule personne, parce que j'ai remarqué qu'il y avait peut-être beaucoup plus de non-dits, moins de communication et après
c'est personnel, donc ça dépend de chaque personne, je pense. On vit les choses tous différemment. Mais moi, en tout cas, ça m'a libéré de beaucoup de choses, même si c'est pas encore le top du top niveau jalousie, tout ça. Mais disons, je le vis de manière vraiment différente parce que, en ayant plusieurs relations, disons, pour que ça marche, c'est hyper important d'être transparent sur les choses et de faire de la full communication tout le temps, parce que s'il n'y a pas de communication, en fait, ça peut pas marcher, en fait, et c'est là qu'il y a tromperie plus facilement, quoi. Tandis que le fait de pouvoir discuter de tout, de ce qu'on veut, des personnes qu'on rencontre, en fait, ça met pas de limites et on voit qu'on peut parler de tout avec la personne. Après, encore une fois, c'est aussi propre à chaque relation polia. Il y a des gens qui veulent pas forcément parler de leur autre relation, etc. C'est vraiment propre à chacun. Mais moi, en tout cas, dans mon schéma, dans ce que je vis, moi, c'est plus... je parle vraiment des choses avec chacune de mes partenaires. Et juste, oui, quand on est jaloux, ok, on peut être jaloux. Enfin, disons, c'est moins vécu comme quelque chose de négatif. Au contraire, c'est plus une discussion pour comprendre d'où ça vient, pourquoi il y a cette jalousie. Et encore une fois, beaucoup plus dans la communication et de pouvoir en discuter sans que on va direct se braquer, se dire « Ah, la personne, elle va mal le prendre », ce genre de choses. Et ouais, ça va plutôt être une déconstruction du pourquoi, du comment. La jalousie est présente dans le schéma relationnel, quoi. Et en fait, c'est le fait de pouvoir dire je suis jaloux, ok, on essaie de comprendre ensemble pourquoi. Et derrière, ça permet peut-être de répondre à ce besoin, au besoin que vous avez trouvé. Oui, voilà, c'est c'est pouvoir discuter et réfléchir comment on peut mettre des choses en place pour que ça se passe mieux, mais encore une fois, dans le respect de chacun, des autres relations. Enfin, en tout cas, pour moi, ça peut sembler assez, on va pas dire bizarre, mais ça peut sembler peut-être... oui, souvent les gens, quand j'en discute avec ma mère ou ce genre de choses, justement, elle comprend pas forcément que justement je ressente moins de jalousie en étant avec plusieurs personnes plutôt que quand j'en étais avec une, en fait. Et ouais, c'est juste que je lui dis, mais en fait, maman, moi, c'est parce que y a beaucoup plus de communication et il n'y a pas de barrière, en fait. Enfin, j'ai le droit d'aimer d'autres personnes sans que ce soit en fait quelque chose de tabou et qu'on aille directement dans la tromperie et ce genre de choses. Du coup, ouais, je pense que c'est pour ça aussi que moi je me sens beaucoup plus libre par rapport à ça et que je vis moins de jalousie, en tout cas. Voilà. Est-ce que tes partenaires aussi, ils ont plusieurs partenaires ? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tant que tout est discuté, tant qu'il y a de la communication, encore une fois. Après, moi, je pars du principe qu'avec de la communication, tout peut être réglé de toute manière, que ce soit en relation amoureuse ou peu importe, mais voilà. Et alors, c'est quoi tes tips and tricks pour rester dans la communication et peut-être les moments où t'es blessé, où t'es un peu dans l'ego, dans la jalousie, dans machin. Comment tu fais pour... c'est quoi les astuces que t'as expérimentées, tu trouves qui marchent ? Alors ça, encore une fois, c'est propre à chacun parce qu'on ne vit pas à chacun la gestion des émotions de la même manière. Mais pour moi, ce qui est important, c'est peut-être au début prendre un peu de recul pour pouvoir analyser son émotion, tout simplement, voir d'où elle vient, est-ce qu'elle est vraiment rationnelle ou est-ce que c'est plutôt des projections que tu as dans ta tête de choses que tu as pu vivre dans le passé, donc des traumas. Et ensuite, justement, en discuter avec la personne concernée et juste exprimer de manière ultra transparente tes émotions, quoi, tout simplement. C'est quelque chose qu'on devrait faire en fait tout le temps, mais on se l'autorise pas forcément, malheureusement. Voilà, donc ça c'est mes tips, prendre du recul et analyser correctement la situation et en parler librement. Qu'est-ce qui fait que toi tu t'autorises du coup ? Parce que moi en tant que mec, en ayant été éduqué comme un mec, je sais que cette idée de ce que c'est un mec, clairement, elle a entravé mon accès à ma communication et mes émotions. Et c'est une reconquête aujourd'hui. Et toi, du coup, qui partageais que tu as été éduqué comme une femme, et en plus que tu es à l'aise avec tes émotions globalement tout le temps, qu'est-ce qui fait que parfois tu n'y as pas accès ou tu n'oses pas ?
Bah après, ça peut être lié à des choses que j'ai pu vivre dans le passé, tout simplement, comme n'importe quel traumatisme. Des fois, il y a des choses où on a plus de mal à en parler et on met peut-être plus de temps à en parler. Et ça, c'est OK, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, c'est juste, ça peut prendre du temps. C'est quand ça te touche. Voilà, des fois, ça dépend, chaque expérience qu'on a pu vivre. Il y a des trucs qui peuvent être plus, nous toucher plus que d'autres. Ouais. Je sais pas si j'ai répondu à ce que tu disais, mais... Si, carrément, en fait. Je me demandais si des fois, c'était... En fait, le fait que toi, t'aies répondu, c'est mes valises, quelque part. C'est que voilà, c'est mes casseroles, quoi. Ça fait vachement de sens pour moi. Okay. On a tous nos casseroles, de toute manière. Voilà. Clairement. Une batterie. Exactement. J'aimerais revenir sur un truc que t'as dit 2 fois déjà, maintenant. T'as dit que les sujets tabous, on n'en parle pas. Et tout ce qui sort de la norme, on n'en parle pas. Et je me demandais si maintenant t'en parles, et avec qui? Maintenant, moi, j'en parle avec tout le monde, en fait. Parce que moi, je veux que, justement, les choses bougent et que les tabous ne soient plus tabous et que, justement, on arrête d'avoir tout le temps des stéréotypes tout le temps. Et... moi, j'ai pas de souci à parler des choses. C'est aussi pour ça que j'accepte de faire des témoignages, ce genre de choses, parce que pour moi, c'est important d'avoir de la visibilité et de pouvoir que les autres puissent avoir des modèles. Et comme moi, j'en avais pas forcément quand j'étais peut-être plus petit, ou du moins beaucoup moins. Et voilà, je pense que c'est vraiment important d'avoir tout un type de modèles auxquels on peut s'identifier et ne pas se sentir seul. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se sentir seul dans ce qu'on vit intérieurement, quoi. Oui. Toi, aujourd'hui, tu as des modèles ? Est-ce que j'ai des modèles particuliers C'est souvent des choses que j'ai du mal quand on me pose des questions, genre t'as des modèles ou quelles sont tes musiques préférées ou des trucs au vol comme ça, j'ai souvent du mal à, et maintenant, un top 5. Répondre, quoi. Un top 5, alors là, ma phobie. C'est une question pas facile, celle-là, du modèle, pour le coup. Bon, on peut le laisser grandir dans ta tête et voir si à la fin, c'est venu. Je pense que c'est des inspirations au fil des années que je prends gentiment, mais après, le modèle, on se le fait un peu tout seul, en vrai. On se le construit. Voilà. Il y a... J'ai perdu ce que je voulais dire. Oupsie. Le modèle est juste avant. Oui, tu disais que tu te sentais... qu'il n'y avait rien de pire que vivre quelque chose et pas être compris dans cette émotion, dans ce vécu. Est-ce que toi, aujourd'hui encore, tu te sens isolé sur certains sujets, ou il y a des sujets sur lesquels tu sais pas à qui t'adresser? Tu dis dans la vie en général? Ouais. À qui m'adresser? Tout ce qui est lié à la santé mentale, c'est jamais simple, en général. Donc, on n'en parle pas beaucoup, je trouve, de la santé mentale. Ça reste un sujet assez... Je dirais pas tabou, on commence à en parler un peu, mais pas assez à mon goût. C'est un sujet un peu... C'est pas simple. Il y a une petite barrière à l'entrée dans cette conversation. Voilà, on dirait un peu, comme tu dis, qu'il y a une sorte de barrière pour pouvoir accéder à ça, alors que, je sais pas, pour moi, c'est hyper important et... pour moi, c'est vraiment un des sujets très, très importants, la santé mentale, et je trouve que, on n'en parle pas assez, et on n'a pas forcément énormément de modèles là-dessus, ou de personnes qui en parlent ouvertement, parce que, justement, c'est encore vu comme des choses négatives en général. Et pourtant, c'est trop bizarre parce que, au même titre que quand t'as mal au dos, tu vas chez l'ostéo ou chez le médecin. Voilà, exactement. Quand t'as une dépression, c'est normal quand tu te sens pas bien. Ouais. Moi, dans mon entourage, j'ai plusieurs thérapeutes. Ouais. C'est plutôt des dames qui ont genre 60 ans, un truc comme ça. Elles pétillent, elles sont géniales. Et elles ont remarqué quelque chose au fil des ans, tu vois, avec l'expérience. Puis elles ont 30 ans de cas chacune. Donc ça fait des stats assez fiables, je pense. Elles ont remarqué que souvent les femmes, quand elles viennent, en tout cas sur des problèmes de couple, les femmes vont venir assez en amont finalement, quand il y a toujours couple et quand on peut travailler dessus. Oui. Alors que les hommes viennent quand la maison est en train de brûler. Bien sûr. Et je trouve ça vraiment dommage parce que en fait c'est un aveu de... Moi je crois que c'est un aveu
en tant qu'homme, je m'autorise pas forcément à aller chercher de l'aide, en tout cas sur la santé mentale, en tout cas sur le sujet du couple. Et le moment où je vais m'autoriser à ça, c'est le moment où j'ai plus d'autres options en fait. Ma femme est partie ou ma femme dit qu'elle va partir dans une semaine. Et c'est là que tu vas réagir. J'engage, quand je suis vraiment le couteau sur la gorge. Et c'est super dommage que n'importe qui prenne autant de temps avant d'oser demander à l'aide à un pro. Et d'autant plus si c'est genré, quoi. Si c'est un héritage de la culture patriarcale, c'est si triste, je trouve. Ah oui, mais pour moi, c'est... Je pense que ce que tu dis justement là, c'est juste que les hommes sont peut-être trop touchés dans leur ego, etc. et ont plus de mal à se dire je peux m'autoriser, on va pas me voir comme quelqu'un de faible peut-être, ou... en tout cas, moi je le vois peut-être comme ça, ce qui peut se passer dans la tête des gens. Je sais pas si c'est une question d'ego, mais je pense que c'est une question d'identité. C'est comme par exemple les sexologues que j'ai rencontrés me partageaient le fait que souvent le retour qu'elles ont, c'est moi en tant qu'homme, c'est beaucoup plus simple de venir vous parler à vous de mes problèmes d'érection parce que vous êtes une femme. Je vois pas pourquoi. Et en fait, je pense que la réponse elle est contenue dans le fait que souvent on est un homme parce que les autres hommes nous reconnaissent comme un homme. On n'est pas un homme parce qu'une femme nous reconnaît comme un homme. Ça suffit pas. Et avoir une érection, être capable de bander, c'est un truc de bonhomme. Et les hommes, par exemple, ils parlent très peu de leurs problèmes d'érection entre eux. Et donc, parce que c'est la honte. Parce que ça fait de toi plus un homme. C'est nul. Ouais, c'est naze. C'est complètement naze. Et du coup, le fait que si t'es sexologue et que t'es un homme vient te voir et te dire « Ok, vous êtes un professionnel de santé, mais vous êtes aussi un homme. » Et en fait, symboliquement, ça crée une petite barrière. Et je trouve ça... Mais je comprends pas. Quel est rigolo. le lien c'est un professionnel de la santé, peu importe son genre. Mais je vois, c'est des trucs qui sont ancrés en toi, en fait. Donc c'est plus difficile à déconstruire, quoi. Et t'en décides pas, et souvent, tu l'as même pas conscientisé. Ouais, c'est genre automatique, quoi. Ouais, parce que souvent, quand tu le conscientises, tu trouves ça un peu bête et tu t'autorises à aller voir un mec qui est thérapeute ou sexologue, tu vois. Et moi, je trouve ça hyper intéressant. Ouais. C'est hyper important, je trouve, de justement pouvoir déconstruire ça. Ouais. Parce que, finalement, tu essayes de prouver quoi ? T'as un souci, tu vas voir un thérapeute, puis c'est tout, quoi. Peu importe ton souci. C'est une personne qui sait de quoi elle parle et c'est tout. Ouais, c'est des liens que j'ai du mal à faire dans ma tête, moi, en général. Dans mon livre préféré, il y a un passage trop cool sur... c'est un livre fantastique, tout ça. Ça s'appelle comment ? C'est Chronique d'un tueur de roi, de Patrick Rothfuss. Je connais pas. C'est un mec qui raconte sa vie en 3 jours à un scribe. Okay. Et en fait, le mec a vécu plein de légendes, donc c'est... Ah ouais, c'est large. C'est un livre d'ado, quoi. C'est bien. Médiéval, fantastique, super. Genre vraiment incroyable. Et la 3e journée sortira sans doute jamais. À tous ceux qui veulent commencer, sachez que... Il n'y aura pas de suite. La fin, on n'est pas sûr qu'elle existe, parce que l'auteur est un peu saoulé d'écrire, mais c'est vraiment les 1500 ou 2000 meilleures pages de ma vie, quoi. C'est incroyable. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est fou. Genre, quand le dernier livre est sorti, j'ai mis ma vie en pause de 3 jours, le temps de manger le livre, quoi. Ah ouais. Écoutez, je ne fais rien d'autre. Laissez-moi lire. Ouais, c'est fou. Et il y a un passage trop intéressant sur le héros qui va dans une société qui est un peu exotique et tout, où c'est une société matriarcale, c'est des femmes combattantes. Et à un moment, il a une discussion avec sa partenaire sexuelle, qui est de cette tribu-là. Et c'est un truc en mode... Il n'y a pas l'air d'avoir plus de couples que ça. Si on a envie de coucher ensemble, on couche ensemble. Ça nous engage à rien, tu vois. Et il y a une discussion sur les maladies. Et le fait que les maladies sexuellement transmissibles, dans cette société, c'est tellement normal et de soigner et de l'assumer. Dire, bah ouais, j'ai ça, du coup... là, je quitte toutes mes fonctions et tous les rôles que j'ai dans cette société. Je vais me faire soigner. Il se trouve que c'est là-bas, après les montagnes. Quand je suis bien, je reviens et bien sûr que j'aurai ma place, tu vois. C'est logique, en fait. Et ça, je trouve que c'est pas tellement quelque chose qu'on a, nous, dans notre société. Oula, non. Et certainement pas au travail.
Donc là, la transposition au travail, ça serait si je fais un burn-out, est-ce que j'ai ma place au retour? Ouais, c'est Est-ce très qu'on va compliqué. est-ce qu'on va pas me trouver fragile? Est-ce qu'on va oser me donner des postes à responsabilité comme avant? Est-ce que machin? Et ce truc de là en ce moment, je suis en train de vivre quelque chose et c'est une maladie, voilà, et je vais prendre soin de moi. Et après, quand j'irai mieux, je reviens et j'aurai ma place. C'est pas encore automatique dans nos sociétés. J'espère vraiment que ça va changer. Tu vois. J'espère aussi parce que c'est tellement dommage. Déjà, si peu importe le type de maladie que tu as, déjà c'est compliqué d'avoir cette maladie. Ouais. Et si en plus tu es encore stressé du fait que quand tu vas revenir, tu n'auras pas forcément ton emploi, c'est vraiment très compliqué, quoi. Et puis de l'image que tu renvoies. Ah, ça y est, c'est plus un mec solide, c'est quelqu'un qui peut casser. Et donc on peut plus lui confier des postes. On peut plus lui confier des projets. On peut plus ça devient un poids, tu vois. Et ça, c'est fou. C'est complètement fou. Ouais, non, mais... Encore des choses que je ne comprends pas. Ouais. Et bon, moi, le monde de l'entreprise m'interroge beaucoup. Je me dis, tiens, comment on interagit là-dedans? Moi, souvent, j'ai l'impression, en l'observant ou en étant acteur dedans, que le monde de l'entreprise, c'est un monde où on joue à être des adultes. On joue à faire semblant. C'est un peu ça. On joue à faire semblant qu'on n'a pas d'émotion, qu'il n'y a rien qui nous fait pétiller. Qu'on est des robots. Genre, t'oses pas parler de ton hobby et de parler du jet et tout. T'es là, genre, putain, c'est fou quand même. Ça, je suis d'accord. Et on s'emmerde à la pause café. C'est compliqué, quoi. C'est naze, quoi. Il y a une grosse barrière où t'as du mal à parler de toi parce que t'as l'impression que vu que c'est le travail, c'est quelque chose de hyper important et qu'en fait, quoi que tu vas dire qui va pas forcément faire plaisir à l'autre personne, donc vous avez pas les mêmes avis, du coup, qu'il y a un potentiel risque que tu perdes ta place, quoi. Puis il y a des trucs, moi, je ne comprends pas. Vas-y. C'est vraiment, genre, ça me fait autant rire que ça me met en colère. Ah oui, d'accord. Pourquoi, en tant que société, on s'est pas dit, voilà, l'été, il fait chaud. Oui. Venez, on arrête. On a un short ou on a un uniforme pour les hommes qui fait qu'ils ont le droit de travailler avec ça. Parce que tu dises, oui, les pantacourts ou les pantalons ou les shorts que les hommes portent, ça fait pas pro parce qu'en fait, tous ceux qu'ils achètent, c'est des shorts de plage. Ok, tu vois. Mais il se trouve, on a des stylistes, on a des designers, il y a des gens, ils pourraient nous faire un short de costume, tu vois, genre. Bien sûr. Je pense qu'on est capable, on envoie des trucs sur la Lune, on explore le fond des océans. Oui, c'est faisable, ça doit être à notre portée. Franchement, je pense, ouais. Et comment personne ne se saisit de ça? Et comment tu prends des shoots et tu te fais renvoyer chez toi pour te changer quand tu mets un short alors que t'as aucun contact clientèle et que t'as un métier où tu vois que tes collègues, t'es là, mais... Les meufs à côté, elles ont leur petite robe ultra légère. Une meuf au travail, c'est chouette parce que t'as pas beaucoup de contraintes sur comment tu t'habilles, tu peux quand même avoir beaucoup de créativité. Et moi, quand je vois mes collègues hommes, c'est triste. T'as mis un jean et des sneakers, c'est une boîte moderne, quoi. T'es un t-shirt. Mec, bravo. T'es là, genre, pourquoi on a si peu de place pour s'exprimer là-dessus? Et surtout, même si, ok, il n'y a pas d'expression, pourquoi on a si peu de place pour être confortable l'été? Oui, c'est sûr. C'est vraiment un des grands mystères de ma vie. Je me suis dit, mais pourquoi, tu vois? Oui, de toute façon, pour moi, déjà, pourquoi les uniformes, finalement? À quoi ça sert? Pourquoi on peut pas juste s'habiller comme on veut? Moi, tu vois, quand j'étais petit, j'aurais été ravi d'être dans une école à uniforme. C'était genre un de mes rêves. Oui, moi aussi, quand j'étais petit. Je me disais, c'est fou, c'est trop bien. Et je comprends un peu. On est une équipe, on porte les mêmes trucs, tu vois, pourquoi pas. Mais moi, il se trouve que dans les métiers que je fais, on n'y a pas... quoi? J'ai 2 métiers. D'un côté, je suis thérapeute. Waouh! Et de l'autre, ça, c'est le métier qui est lié à l'entreprise. Je suis designer. Oh, waouh! Ce qui veut dire que même je suis designer d'expérience client. Ce qui veut dire que je travaille dans des équipes plutôt informatiques. Et mon but, c'est de comprendre comment les gens utilisent notre site. Voilà. Intéressant. Et du coup, mes collègues, c'est des devs, des PO, des gens du marketing. Bref, on travaille entre gens de nous, tu vois. Et on a 0 contact client plus que ça. Le seul qui a des contacts clients, c'est moi de temps en temps. Oui. Et je comprends que quand je suis en contact clientèle, j'ai une certaine image de l'entreprise, très bien, tu vois. Mais entre nous, je sais pas. C'est très bizarre. Où allait ma phrase avant que tu me demandes cette précision? Écoute, ça va être compliqué pour ça moi va aussi. être compliqué. Okay.
Mais en tout cas, il y a vraiment ce truc de... Tiens, pourquoi on ose si peu avoir de l'individualité et de la créativité, de la pétillance de l'individu. C'est tellement dommage. Les uniformes, c'est cool, mais ah oui, voilà. Dans ce que je fais comme métier, les uniformes, en fait, si tu fais du conseil en entreprise, ton uniforme, ça va être... tu viens en pantalon de costume, chemise, chaussures à 200 balles qui montrent que t'es pas en sneakers. Bien sûr. Et en fait, c'est pas un uniforme qui veut dire... Nous, on représente telle boîte de consulting, donc on est habillé comme ça. Non, c'est tous les consultants. C'est un uniforme de classe. Voilà, c'est tout le monde. Un uniforme de classe. Et tu travailles à côté des gens qui font le même métier que toi, mais qui sont en interne chez ton client et qui viennent en t-shirt. Quoi, et tu te dis, mais pourquoi on met cette... Est-ce que vraiment cette chemise va changer quelque chose fait que je travaille mieux? Bien sûr. Fait que toi, tu vas te dire que je travaille mieux et donc que ça justifie le prix que tu me payes. Ah non, mais... Ça, c'est un truc à déconstruire, hein, c'est pas possible. Et ça fout. Pourquoi un habit va faire que tu vas mieux travailler ou pas? Enfin, je sais pas. Parce que l'habit fait le moine. Bien sûr. J'ai travaillé du coup 2 ans dans une société de conseil qui avait plein de branches différentes et nous, on était... moi, j'étais vraiment l'avant-garde, tu vois. Genre, nous, on vendait un peu les nouvelles façons de travailler. Designer d'expérience client en France, c'est un tout petit truc, c'est le début en fait. Ok. Donc nous, on pouvait être juste en chemise, pantalon, chaussures qui se montrent qu'on n'est pas en sneakers. D'accord. Okay, ça c'était possible, tu vois. Moi-même, parce que moi je suis designer. Bien sûr. Et que je suis vraiment l'extraterrestre, des fois je venais en t-shirt rentrer dans le pantalon. Incroyable. Franchement, puis, incroyable. Ouais, c'est fou. Et puis à côté, il y avait les mecs qui travaillent à la finance, les mecs ou les nanas d'ailleurs. Non, les mecs dans ce que je vais dire en fait. Et cravate. Bien sûr, la cravate, ça change tout. Si tu travailles dans la finance, cravate. C'est automatique. Hein. Et je sais pas, c'était la même. Enfin, c'était les collègues comme moi, tu vois. Mais voilà, ton métier, c'est ça, du coup. Mets la cravate ou ne viens plus à ce travail jamais. Jamais. C'est fou. Voilà. Ah non, mais moi je comprends vraiment pas. En plus, toi, t'as tout un... Enfin, de ce que je vois ce soir, t'as toute une expression aussi dans tes vêtements, dans ton style et tout. Parce que des fois, tu te sens contraire par le travail. Oui. Ouais. Sauf que maintenant, je choisis des emplois où je n'ai pas ce genre de contraintes. Ouais. Parce que pour moi, être en costard toute la journée, c'est pas ouf, quoi. Enfin, je vois pas l'intérêt et pour moi, c'est des contraintes... qui ne devrait même pas exister. Déjà, le fait que j'ai des tatouages, c'est déjà compliqué, des piercings et tout. Et pour moi, c'est important de pouvoir rester soi-même là où on travaille. Donc, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu enlèves... Donc, toi, tu as un piercing de... T'as 2 boules en haut du nez. Je sais pas comment ça s'appelle le bridge. T'as un bridge. T'as 2 boules en haut du nez. Je sais pas comment on dit ça. Et t'as un anneau de nez. Un anneau de nez, un septum, ouais. Un comment? Septum. Un septum. T'as un bridge et un septum. Bien ça. Sûr, c'est des mots que je connais. Bien sûr. Est-ce que tu les gardes, tu les enlèves au travail? Non, je les garde. Tu les gardes, ok. Après, ça dépend. Si vraiment je suis dans la merde pour trouver un travail que je suis obligé, je vais pouvoir faire des efforts, mais faut vraiment que je sois dans la merde. Hein, parce que vraiment, moi, c'est un truc qui me révolte de ne pas pouvoir être soi au travail et que le fait que j'ai des piercings, des tatouages va faire que je vais moins bien travailler et que les études que j'ai pu faire ou peu importe va faire que vu que j'ai cette apparence, je vais être moins pris au sérieux alors que ça n'a rien à voir. Ouais. Je suis juste moi, mais mes compétences restent les mêmes, mon travail est le même. C'est vraiment un truc que je comprends vraiment pas pourquoi vouloir toujours donner cette comment on dit, cette image de l'excellence par des costards, etc. Alors que c'est pas ça qui fait l'excellence, c'est pas parce que t'es bien habillé que tu vas bien travailler, quoi. Non, ouais. Tu peux être habillé au top du top et faire un travail de merde, en fait. Voilà. Je cherchais un métier où c'est le cas, mais j'ai pas réussi à trouver. Ma blague s'échoue avant d'être né. Un cuisant échec. Est-ce que toi, t'as des complexes aujourd'hui? Des complexes? Oui. Mon poids. Après, c'est des trucs assez on va dire basiques. Je sais pas. Ouais. Mon poids, surtout. Toi, surtout. Ok. Voilà.
complexe physique. Ok. Voilà. Ça roule. On arrive doucement à la fin de cet épisode. Cet épisode, c'est aussi l'occasion de partager un petit peu un message, des conseils, soit à ton toi du passé, ou à ton toi du futur, pourquoi pas, soit au monde, aux gens qui nous écoutent, aux gens qui ont peut-être 16-17 ans, aux mecs qui en ont 40, aux femmes qui en ont 30 et qui écoutent ça en se disant qu'elles feront écouter à leurs copains. Qu'est-ce que tu aurais envie de lancer, toi, comme bouteille à la mer? Moi, je voudrais juste dire, juste soyez vous-même et on s'en fout, en fait, des codes, des stéréotypes, de tout ça. Juste, on s'en fout du genre, juste, vivez et soyez vous. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup. C'était un plaisir de t'avoir sur ce podcast. Merci à toi, c'était très chouette. Merci d'être venu témoigner. Merci à vous qui avez écouté ce podcast jusqu'ici. C'était Oh les gars, le podcast où on parle des virilités. Parlez-en autour de vous. C'est grâce à votre bouche à oreille que petit à petit on devient un peu plus nous-mêmes. On se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, passez du bon temps.